Bonjour à tous, la séance est ouverte. Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir prendre place. L'ordre du jour appelle les questions au Premier ministre. Il a été convenu en conférence des présidents, s'il vous plaît. Il a été convenu en conférence des présidents qu'il y aurait une question au Premier ministre par groupe politique dans l'attente de la composition du gouvernement. Donc, Monsieur le Premier ministre, merci de vous prêter au jeu de cette séance de questions au gouvernement. Et la première question va être posée à Madame Laure Lavalette, par Madame Laure Lavalette pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Le groupe RN et sa présidente Marine Le Pen s'associent au deuil national annoncé par le président Macron suite au drame épouvantable que vit le département de Mayotte. Compatriotes mahorais, français au milieu des malheurs du monde, recevez notre sollicitude et toute notre affection. Monsieur le Premier ministre, le 7 juillet dernier, par un jeu de désistement indigne d'une démocratie mature, le président de la République a empêché une alternance pourtant largement réclamée par les Français. Alors qu'il prétendait redonner au pays le choix de son avenir, Emmanuel Macron l'a privé d'une majorité claire au prix de l'instabilité et du chaos que nous subissons aujourd'hui. Ils resteront, lui et son Premier ministre d'alors, seuls responsables devant l'histoire. Aussi, nous espérons sincèrement, parce que c'est l'intérêt fondamental d'un peuple qui ne vous a pas choisi, que votre action soit malgré tout salutaire face aux urgences qui s'amoncellent. L'urgence pour nos agriculteurs, abandonnés par un gouvernement Attal qui n'a pas fait la moitié de ce qu'il avait promis. Nous vous proposons, Monsieur le Premier ministre, d'organiser l'examen et le vote d'une loi d'urgence agricole d'ici au 31 décembre et de stopper la folie du traité avec le Mercosur en gelant notre contribution financière à l'Union européenne. L'urgence démocratique, et nous savons que vous partagez notre engagement pour un mode de scrutin proportionnel, alliant juste représentativité et stabilité institutionnelle. L'urgence toujours prégnante du pouvoir d'achat et d'une fiscalité plus juste. L'urgence de l'hôpital et de l'accès aux soins partout sur le territoire. L'urgence enfin sécuritaire et migratoire qui s'aggrave de jour en jour malgré les postures et les grands mots. Alors face à cet Himalaya de défis, pouvez-vous décliner devant la représentation nationale les priorités qui seront les vôtres? Vous connaissez nos positions et nos lignes rouges, vous nous trouverez ouverts au compromis, hermétiques au chantage, vigie inépuisable de l'intérêt général. Le 7 juillet dernier, un pouvoir déclinant a créé tant de désespérance. Tâchons à minima de rendre les prochains mois utiles à la France. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, d'abord un mot pour vous dire l'émotion qui est la mienne. Il y a longtemps que je n'ai pas pris la parole dans cette assemblée, que j'ai beaucoup aimée et à laquelle je veux dire quelque chose de simple. C'est sentiment et expression de respect de la part du gouvernement à l'égard de chacune et chacun de ceux qui siègent sur ces bancs. Chacun et chacune de ceux qui siègent sur ces bancs, d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, et pour chacun des groupes. Parce que je suis partisan acharné du pluralisme en politique. Je pense que ce n'est pas parce que nous avons des opinions différentes, parfois des opinions opposées, que nous ne pouvons pas débattre et dialoguer ensemble. Madame la députée, vous avez fait la liste des très nombreux défis qui existent devant nous. Vous avez utilisé une expression que j'avais moi-même employée, c'est un Himalaya. Ça paraît, comme vous le savez tous, insurmontable. Et pourtant, nous devons le surmonter. Et spécialement quand nous sommes rappelés par la catastrophe de Mayotte, au respect de ce que nous avons de plus sacré, et de plus sacré notre concitoyenneté.
notre compatriotisme à l'égard de tous ceux qui sont atteints par les accidents de la vie. J'imagine qu'on aura tout à l'heure l'occasion de reparler de ce drame de Mayotte. Je sais que vous avez fait respecter, Madame la Présidente, hier une minute de silence. Et donc, je m'associe par la pensée rétrospectivement à cette minute de silence. Vous avez décrit, Madame la députée, les très nombreux obstacles qui sont devant nous. Et vous me demandez de les décliner. Je ne suis pas sûr que je déclinerai les réponses, mais je veux vous dire une chose simple. Je ne dissimulerai rien. Je ne laisserai rien sans traitement et sans réponse. Tous les problèmes que vous avez indiqués, qui tiennent à la dépense publique, qui tiennent aux fractures de la société française, j'essaierai de les résoudre. J'essaierai pour les autres, les fractures, de les résorber. Et j'essaierai de le faire en tenant compte de chacun des groupes, en tout cas, qui siègent sur ces bancs. Je ne fais pas de différence entre les députés. Je pense que qui que ce soit qui soit élu et franchisse ce seuil et siège sur ces bancs a droit au respect et à un traitement équitable. C'est ma vision, elle n'est pas d'aujourd'hui. Je l'ai défendue longtemps sur ces bancs, je l'ai défendue à l'extérieur. Et pour moi, c'est très important. Et quand je dis que je ne laisserai rien de côté, bien entendu, les problèmes que vous avez évoqués, les problèmes de finances publiques, par exemple, nous les traiterons. Je crois avoir montré dans ma vie politique que ces problèmes étaient pour moi essentiels. Madame, il n'y avait pas de questions sur Mayotte, mais j'imagine qu'il va y en avoir d'autres et je vous répondrai avec la précision que ce drame mérite. En tout cas, j'ai bien compris les défis, j'ai bien compris l'impératif qui est le nôtre et je vous promets d'essayer, pas seulement aujourd'hui, de le résoudre avec l'ensemble de la représentation nationale. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le magnifique archipel qu'est Mayotte pleure ses morts, pleure la détresse de ses habitants, pleure la pauvreté et pleure sans doute la désolation. Et nous ici qui aimons Mayotte, magnifique bout de France du bout du monde, où les Français sont de volonté, nous nous interrogeons. Nous nous interrogeons sur la capacité qu'a notre pays à aider une population manifestement pleine de souffrances et de difficultés. Nous saluons votre engagement, Monsieur le Premier ministre, dès votre nomination et celle du Président de la République, pour au plus vite répondre aux urgences. Et ma première question est celle des urgences. Comment éviter les pillages ? Comment lutter contre les maladies qui vont naître après ces bangas détruits, ces hôpitaux qui ont du mal à fonctionner, ces personnels de soins et de pompiers qui n'arrivent pas à atteindre les blessés? Comment mettre l'eau, l'électricité et la sécurité pour chacun de ses habitants? À plus long terme, Monsieur le Premier ministre, comment reconstruire Mayotte, son aéroport, ses infrastructures, ses écoles, son fonctionnement qui fait que la République est partout chez elle? Et puis, Monsieur le Premier ministre, il y a très longtemps, les Mahorais ont choisi d'être français. Il y a plus de 40 ans, les Mahorais ont redit par 2 référendums leur volonté d'être français. Aujourd'hui, je sais que par votre voix et celle de votre gouvernement, vous démontrerez qu'ils ont eu raison, car Mayotte, non seulement c'est la France, mais c'est aujourd'hui le plus beau coin de France qui existe. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez raison, Monsieur le ministre.
drame de Mayotte, il a frappé une population qui, plus que d'autres, s'est engagée pour la France. J'ai tout à fait en mémoire les visages de ceux qui se sont battus pour Mayotte française et pour Mayotte département français. Et plusieurs d'entre eux étaient mes aînés, mais mes amis. Marcel Henry, Henri Jean-Baptiste, pour ne parler que de la fin du siècle précédent. C'était des hommes qui considéraient que la vocation de Mayotte, c'était d'être ce visage de la France là-bas. Et ils ont fait confiance. Et ce que nous avons approuvé, c'est qu'ils ont eu raison de faire confiance devant une des tragédies, une des pires tragédies que l'on puisse rencontrer. Alors, vous m'interrogez d'abord sur le bilan. Pour l'instant, le bilan est incertain. J'ai parlé tous les jours et à plusieurs reprises avec le préfet de Mayotte, M. Bieuville, à qui je veux rendre hommage, et avec les représentants de l'État, qu'ils soient basés ou à partir de la Réunion ou à Mayotte directement. Le bilan n'est pas encore établi. Le bilan, c'est aujourd'hui constater plus d'une vingtaine de morts et puis quelque chose comme 200 blessés graves et 1500 blessés qui sont en urgence relative. Ce bilan peut s'alourdir, nous le savons tous. Et nous sommes tous anxieux devant le destin de ceux qui ont été pris dans la tourmente alors qu'ils n'étaient pas protégés contre la tourmente. Au-delà de ce bilan d'urgence, comme vous l'avez dit, il y a la question de la remise en route de la vie à Mayotte. Vous avez parlé de l'hôpital. L'hôpital, c'est quelques 50% qui a retrouvé son activité. Vous avez posé la question de l'eau, essentielle. Et des ministres de l'Outre-mer précédents ont eu à traiter la question de l'eau, M. Vigier. Aujourd'hui, il y a deux des 6 usines ont été remises en route. La question des usines n'étant pas celle des mécanismes de traitement de l'eau, la question des usines essentielles, c'est l'électricité, l'alimentation électrique de ces usines, qui permet à ces usines de traitement d'être remises en route. Et donc la question de l'électricité, il y a aujourd'hui à peu près 50% du réseau électrique qui a été remis en route. Le réseau à haute tension, la partie haute tension du réseau n'a pas été détruite. Elle est en état et elle fonctionne. C'est la basse tension qui, selon l'endroit où l'on se trouve, a été plus endommagée. Les services de l'État considèrent que d'ici la fin de la semaine, on pourrait atteindre 75% de remise en route du réseau électrique. Le réseau routier n'a pas été gravement atteint. C'est sur la surface des arbres qui sont tombés. Et on considère aujourd'hui, peut-être ce jugement est-il un peu optimiste, que à peu près 80% du réseau routier est de nouveau accessible. Et puis vous posez la question à plus long terme de la reconstruction. Pour moi, c'est une question essentielle parce que l'espoir des populations est évidemment dans la reconstruction. Le gouvernement va lancer un appel à projet sur des conceptions d'habitation très rapides, préfabriquées, faciles à monter, pratiques à mettre en place et pas trop chères. Je suis persuadé qu'un grand nombre d'acteurs français, d'entreprises françaises, peut-être même d'écoles d'architecture, vont se passionner pour ces projets qu'il faudra très rapidement analyser et choisir. Et puis, il y a la question des fonds pour aider tout cela.
Il y a des fonds européens qui peuvent être activés, le fonds Restore en particulier. Et puis il y aura la solidarité nationale. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes là, l'État, les pouvoirs publics, pour manifester une aide réelle. Il n'y a que 10% des foyers de Mayotte qui soient assurés. Vous voyez la dimension de ce que nous devons faire. L'idée, c'est de mettre en place, comme nous l'avions fait pour Irma, de mettre en place une équipe spécialement dédiée sous une autorité choisie par l'État. Et dans les prochaines heures, cette décision devrait être prise. Et c'est ainsi que nous ferons face à ce drame et que les Mahorais font déjà face à ce drame. Parce qu'ils sont déjà au travail et en train de reconstruire leur île avec toutes les difficultés que nous connaissons, qui sont d'ordre économique et qui sont aussi d'ordre social. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame la Présidente Mathilde Panot pour le groupe La France Insoumise. Le cyclone Chido laisse Mayotte dévastée. La France pleure ses bien trop nombreuses vies arrachées au monde. Nos pensées se tournent vers les familles des disparus et vers ceux qui attendent des nouvelles de leurs proches. Nous saluons le courage des secouristes. La situation des survivants est dramatique. Des bidonvilles transformés en cimetières. Plus de 100 000 personnes sans toit ni eau. 3 jours dans le noir, un système de santé réduit à néant. La faim et les épidémies menacent. Monsieur le Premier ministre, cette catastrophe n'est pas naturelle, elle est politique. Politique dans son déroulement d'abord. Depuis les nombreuses personnes qui ne se sont pas rendues dans les abris de la préfecture par peur d'un piège pour les expulser, jusqu'au sous-investissement chronique. Depuis des années, dans le département le plus pauvre de France, 1 personne sur 3 n'avait déjà pas accès à l'eau potable, 40% des logements étaient des habitats précaires. Politique dans ses causes ensuite. Le changement climatique ne vient pas de nulle part. Nous ne sommes pas devant le cyclone du siècle, nous sommes entrés dans le siècle des cyclones, des ouragans et de la montée des eaux. Des questions viennent déjà. Pourquoi la grande loi de prévention des catastrophes naturelles en Outre-mer, promise en 2018 par Emmanuel Macron, n'a-t-elle jamais vu le jour? Pourquoi la délégation interministérielle aux risques majeurs Outre-mer, créée en 2019, a-t-elle été dissoute? Pourquoi la commission d'enquête que nous avions obtenue par la voix de Jean-Philippe Niller sur les risques naturels majeurs en Outre-mer a-t-elle été sabotée? À cet instant et avant tout, la République doit porter secours par tous les moyens à Mayotte et à ses habitants. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, vous n'auriez pas dû vous rendre à Pau pour conserver un mandat, mais à la réunion de crise de l'Élysée pour assumer votre nouveau rôle. Le mépris est éprouvé d'autant plus rudement quand la souffrance est là. Le grand poète Aimé Césaire disait « Ce n'est pas par la tête que les civilisations pourrissent, c'est d'abord par le cœur. » Notre cœur est tout entier avec Mayotte. Nous portons notre solidarité à tous ses habitants. Que tout soit mis en œuvre pour sortir de ce cataclysme et prévenir les suivants. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame Panot, Madame la Présidente, d'abord, vos mots sont justes sur la situation des Mahorais. Il est vrai que c'est le département le plus pauvre de France et non sans raison. Parce que son développement, le développement de ce département qui est le dernier à avoir rejoint la France, le développement de ce département a commencé plus tard que les autres et les conditions socio-économiques, y compris les conditions socio-économiques de cette région du monde, ne sont pas favorables. Donc je me joins au regret d'une certaine manière que vous avez exprimé, qu'il n'y ait pas eu plus tôt, beaucoup plus tôt, de prise en compte dans les 30 ans ou 40 ans précédents et d'adoption d'un modèle de développement. Après, vous avez eu une petite phrase polémique à laquelle je voudrais répondre. Et c'est extrêmement simple. J'étais à la réunion de crise avec le président de la République.
J'y ai participé de la première à la dernière minute. Simplement, j'y ai participé par visio, comme le ministre de l'Intérieur y a participé par visio depuis l'île de la Réunion. Parce que je suis obligé de vous dire que Pau, c'est en France. Si j'étais allé présider, si j'étais allé au conseil municipal, il y avait hier soir à peu près dans toutes les communes de France des conseils municipaux pour voter le budget. Si j'avais été dans une mairie du 7e arrondissement ou la mairie de Neuilly, vous auriez considéré, madame, que c'était très bien. Permettez-moi, excusez-moi, permettez-moi de vous dire que il y a une rupture que peut-être vous ne sentez pas entre la vie de la province et le cercle des pouvoirs à Paris. C'est pas Madame, ce n'est pas la peine de crier. Nous pouvons avoir des opinions différentes. Excusez-moi, je suis de ceux qui pensent que l'on n'a pas le droit de séparer la province et le cercle des pouvoirs à Paris. Vous pouvez vous égosiller. À Mayotte, il y avait le ministre de l'Intérieur. C'est le président de la République qui dirigeait la réunion de crise et j'y participais. Et donc, j'ai présidé le conseil municipal de ma ville de 19h à 23h. Je considère que, ce faisant, j'étais aussi à ma place de citoyen. Et j'ai l'intention de défendre cette idée que la citoyenneté ne se divise pas entre être à Paris et occuper ses responsabilités de citoyen sur le terrain. Ça va être un très grand sujet pour notre avenir. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Boris Vallaud pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, nos premières pensées vont à nos compatriotes de Mayotte, aux victimes et à leurs familles, ainsi qu'aux services de secours, et nous leur disons notre solidarité. Je le dis sans esprit de polémique, mais avec gravité, votre place n'était pas à Pau. L'urgence n'était pas au retour du cumul des mandats, mais aux inquiétudes des Françaises et des Français, et d'abord des Mahorais. Votre devoir, votre seul devoir est d'y répondre sans attendre, et le temps presse. C'est notre seul devoir d'opposition et d'y veiller, de nous battre pour répondre aux attentes des Français dans la fidélité à ce que nous avons défendu devant eux et d'être utiles à leur vie. Notre devoir dans l'intérêt du pays est de chercher un chemin de stabilité et de progrès, d'être des parlementaires adultes, à la recherche de majorités texte par texte, fidèles à l'élan de Front républicain. Je vous adresse à cet instant une forme d'avertissement républicain solennel. Nous voulons un bon budget au pays, et vous? Nous voulons parler des retraites, et vous? Nous voulons avancer sur la question de la vie chère outre-mer, de l'hôpital public, de l'agriculture, de l'école, du narcotrafic, des salaires, et vous? Nous avions revendiqué un Premier ministre de gauche ouvert au compromis. Vous n'êtes pas de gauche. Mais serez-vous ouvert au compromis? Disposé à autre chose qu'à la défense, quoi qu'il en coûte, du bilan d'Emmanuel Macron? Monsieur le Premier ministre, nous avions revendiqué le respect strict du Front républicain. Serez-vous bien un Premier ministre affranchi du Rassemblement national et de ses idées nauséabondes? Monsieur le Premier ministre, comment entendez-vous obtenir la stabilité dans la justice, avancer dans le sens des Français, sortir de la crise et échapper peut-être à une nouvelle censure? Quelle est votre méthode? Quel est votre calendrier? Quand allons-nous enfin nous mettre au travail, vous mettre au travail? Nous y sommes prêts, dès aujourd'hui. Et vous? Merci, Monsieur le Président Vallaud. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole.
Monsieur le Président Vallot, d'abord je me joins aux mots qui ont été les vôtres et que je sais sincères à destination des Mahorais et de ceux qui aujourd'hui essaient et réussissent à leur porter secours. Et cette tonalité qui est unanime dans nos bancs est à mon sens très importante pour ceux qui nous écoutent. Après, vous dites où êtes-vous dans la crise que le pays traverse? Et je l'ai dit, je le répète, aucun des sujets que vous avez traités ne sera mis de côté, aucun ne sera exclu de l'action du gouvernement. Et j'espère, je souhaite, comme vous l'avez fait verbalement, que nous participerons tous à la mise au point des réponses. Ma méthode, c'est celle-là. Et je répète que tous les... c'est pas clair, c'est assez clair. Est-ce que je fais aujourd'hui le discours de... Est-ce que je fais aujourd'hui le discours de politique générale? Non. J'ai l'intention de proposer au président de la République de former le gouvernement, ce que j'espère nous ferons dans les jours qui viennent. Peut-être je sais, pas seulement j'espère. Nous ferons dans les jours qui viennent. Et à ce moment-là, il y aura naturellement le débat à l'Assemblée et le discours de politique générale. Et donc, soyez pas véhémente, madame, dans votre... voilà, nous allons faire ça. Nous allons faire ça et il y aura réponse à toutes les questions que vous avez posées. Je répète que la réponse sur la question des dépenses publiques, nous devons la trouver ensemble. Je ne laisserai pas la situation budgétaire sans réponse. Mais permettez-moi de vous dire que s'il n'y a pas eu de réponse, c'est parce qu'il y a eu censure. Et ce n'est pas nous qui avons censuré. Vous avez raison de dire en effet que la censure n'a été acquise que parce qu'il y a eu des votes qui se sont additionnés sur les bancs des uns et sur les bancs des autres. Et donc la situation dans laquelle nous sommes, objectivement, c'est la conséquence du vote de censure qui a eu lieu. On a des raisons de le conduire, mais c'est la conséquence. Et nous allons réparer cette situation. Et j'espère que nous le ferons en trouvant des chemins d'entente entre le gouvernement et les différentes sensibilités qui formeront le gouvernement et les élus responsables sur vos bancs. Cette certitude, je la garantis devant vous. Est-ce qu'on sera d'accord sur tout? Non, sûrement pas. Je ne vois pas sur quelle décision l'ensemble des bancs de l'Assemblée nationale pourrait être du même avis. Mais je suis certain, Monsieur le Président Vallot, peut-être est-ce de l'optimisme irréaliste. Je suis certain que le chemin existe pour que les uns fassent un pas et les autres un autre. On ait au moins la certitude qu'on s'approche un peu plus du consensus qu'il faudrait. Voilà. N'entrez pas en colère les uns sur les autres. De toute façon, il faut que vous sachiez que les Français ne vous entendent pas pour des raisons qui tiennent au micro. Je serai à ce rendez-vous, Monsieur le Président Vallot. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Vincent Jeanbrun pour le groupe Droite républicaine. Merci, Madame la Présidente. Je veux d'abord dire solennellement au nom du groupe et du président Laurent Wauquiez toute notre solidarité avec Mayotte et ses habitants. Nous sommes de tout cœur avec nos compatriotes. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je me rappelle de ces mots. Nous ne pouvons pas continuer.
Je me rappelle de ces mots. Nous ne pouvons pas continuer à creuser le déficit de la France et à augmenter la dette de notre pays comme nous le faisons. Ces mots, Monsieur le Premier ministre, ce sont les vôtres. Vous les avez prononcés il y a 17 ans, lors de la campagne présidentielle de 2007. Déjà à l'époque, vous dénonciez à juste titre le dérapage de nos comptes publics. À l'époque, nous avions 1200 milliards de dettes. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus. À l'époque, la dette s'élevait à 66% du PIB. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus. Alors, il faut le dire, pendant que la France insoumise et le Rassemblement national fêtent main dans la main la chute du gouvernement, ce sont les Français qui payent la note et elle est lourde. Car non, messieurs, dames, la censure du gouvernement n'a pas censuré nos déficits. La censure n'a pas effacé notre dette, dont les intérêts, mes amis, sont supérieurs au budget de la défense et bientôt supérieurs au budget de l'éducation. Alors la facture de la censure, elle est bien réelle. Et nos agriculteurs le savent bien, malheureusement. Quand la France voit sa note dégradée, ce sont les Français qui voient leurs impôts augmenter. Alors, Monsieur le Premier ministre, la première tâche de votre gouvernement sera de faire voter un budget. Ça ne sera pas simple, mais c'est vital. Avec le groupe La Droite Républicaine, autour de Laurent Wauquiez, nous sommes convaincus que dans un pays qui détient le record des prélèvements obligatoires et celui des dépenses publiques, notre priorité doit être de faire des économies. Tous les gouvernements en parlent depuis 15 ans, aucun n'a eu le courage de le faire. Il est temps. Ayons cette audace d'assumer que l'on peut faire mieux avec moins. Avec mon groupe, nous avons fait des propositions en ce sens. Entendez-nous, réduisons le train de vie de l'État, débureaucratisons, revalorisons le temps de travail. Bref. Merci. La parole est à présent à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, il semble que j'ai oublié de vous saluer dans une réponse précédente. Et donc, je vous réitère ce salut initial. Monsieur le député Jeanbrun, vous avez dit quelque chose qui est à mes yeux très important et qui explique les combats que j'ai menés sur la question des finances publiques sans être à l'époque totalement entendu par tous les bancs de cette Assemblée, sur tous les bancs de cette Assemblée. Et c'est très important parce que je considère que la question des finances publiques n'est pas une question financière seulement, n'est pas une question économique seulement, c'est une question morale. Nous ne pouvons pas passer d'année en année, de décennie en décennie, comme nous le faisons immémorialement. Nous ne pouvons pas passer sous silence la lâcheté qui est la nôtre, d'entretenir nos dépenses courantes en empruntant sur le dos des générations futures. Je considère pour ma part que ceci n'est pas digne de parents, de pères de famille et n'est pas digne de citoyens. Est-ce que la réponse est facile à trouver? Elle aurait été trouvée depuis longtemps. Comme vous l'avez rappelé, ce débat-là que j'ai animé en 2007, il a donné ensuite lieu à un endettement important à partir de la crise de 2008. Et c'était votre courant politique qui était aux responsabilités principales. Et puis il y a eu cette succession de crises que nous avons vécues, les gilets jaunes, et puis le Covid, et puis la guerre, et puis l'inflation, et avouez que cette cascade de crises n'était pas tout à fait anodine. Et vous avez fini sur une idée, c'est qu'il faut faire des économies. Et vous avez raison de dire qu'il n'y aura pas de redressement sans faire des économies, que c'est une responsabilité sur tous ces bancs, partagée. Je plaide pour qu'on prenne conscience du fait, oui, de l'exécutif aussi, et de ceux qui supplient l'exécutif de dépenser plus, ce qui arrive assez souvent. Je plaide pour que nous considérions, que nous comprenions que nous sommes en situation de co-responsabilité. Et je vous assure que je vous suivrai dans ce sens dès l'instant que nous pourrons dépenser moins pour agir mieux. Et je crois que c'est possible. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Stevie Gustave pour le groupe écologiste.
Monsieur le Premier ministre, la situation à Mayotte est tragique et insoutenable. Le cyclone Chido a laissé derrière lui un territoire de la République en ruine. C'est une crise humanitaire sans précédent qui bouleverse la nation. Des habitations éventrées, des corps retrouvés sous les décombres, des vies brisées. Le bilan humain partiel est d'ores et déjà dramatique. Le définitif s'annonce encore bien pire. Potentiellement, des milliers de vies, sans papier ou non, qui s'éteignent, même si ces corps restent enterrés sous la boue, même s'ils deviennent des fantômes administratifs, à jamais, ils continueront à hanter notre histoire nationale. Je tiens à saluer le courage et le dévouement des secours mobilisés sur place. Pompiers, soignants, forces de l'ordre et tous les bénévoles incarnent la solidarité et l'engagement de la République dans l'épreuve. Mais ce drame frappe le département le plus pauvre de la République. À Mayotte, il manquait déjà tout avant le cyclone. Pas d'eau potable, un seul hôpital saturé et des conditions de vie et des habitants souvent indignes. Le risque d'épidémie est bien réel. Sans eau, sans soins et sans abri, comment assurer la survie des sinistrés? Le cyclone n'est pas une exception, c'est l'incarnation de la crise climatique. Les catastrophes se reproduiront encore et comme toujours, ce sont les plus vulnérables qui paieront le prix lourd. Pendant que Mayotte pleure ses morts et cherche ses disparus, que tant de citoyens se mobilisent, il nous est incompréhensible que vous ayez privilégié un conseil municipal, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, plutôt que de vous rendre sur place. Ce choix vous engage. Que doit penser le peuple mahorais d'un gouvernement qui regarde ailleurs pendant qu'il souffre? Quant à Bruno Retailleau, ses propos sont choquants. Instrumentaliser une tragédie pour faire de la politique est indigne de nos valeurs républicaines. Monsieur le Premier ministre, les Mahoraises et les Mahorais et tout le peuple français attendent que vous issiez à la hauteur de ce drame. Quand comptez-vous vous rendre à Mayotte? Quelles mesures allez-vous prendre pour prévenir les épidémies? Quelle action concrète envisagez-vous? Merci, monsieur le député. Merci de respecter le temps de parole qui est le vôtre. La parole est à monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député Stevie Gustave, je répète que, comme l'expression de tous les groupes, vos mots sur les Mahorais, sensibles et justes, méritent d'être soutenus et partagés. Vous dites que le gouvernement n'était pas à Mayotte, ce n'est pas exact. Il y avait deux ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Outre-mer, qui étaient hier à Mayotte, et le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président de la République quittent en même temps le territoire national. Surtout que, disons-le humblement, j'ai la responsabilité de proposer au président de la République un nouveau gouvernement, et je le ferai dans les délais les plus rapides, comme nous en sommes d'accord avec le président de la République. Ce que vous avez effleuré comme situation ne doit pas être éludé. Il y a à Mayotte, en plus du drame que nous vivons, une déstabilisation qui dure depuis des années et qui tient à ce que des afflux de population sont vécus par la population mahoraise, pourtant avec des origines proches ou semblables, avec religion proche ou semblable, avec langue proche ou semblable. Il y a des afflux de population qui sont très mal vécus. Est-ce que nous avons su le réguler? Non. On peut le rappeler sans polémique. On n'est pas obligé de s'entre-accuser. C'est une situation sociale, appelons-la par son nom, qui est une situation critique. À cela aussi, nous devrons apporter des réponses. À cela aussi, nous devons être attentifs. Parce que les Mahorais, eux, sont pour une grande partie de la population profondément déstabilisés par ce qu'ils ressentent comme une injustice dans leur propre espace de vie. Je n'ai pas l'intention de l'oublier non plus, sans en faire en aucune manière une question d'accusation réciproque, parce qu'une vie vaut une vie. Mais le sentiment
de la population de nos compatriotes mahorais mérite d'être prise en compte. Ce qui nous a manqué, c'est la capacité de régulation. Et c'est très important pour notre avenir. C'est peut-être un sujet que nous devrons encore traiter ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe démocrate. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, l'archipel de Mayotte a été dévasté. La France est en deuil. Et je crois que cela exige de chacun un comportement à la hauteur et qu'il ne laisse pas de place à la polémique. Vous dire que, d'abord, il y a deux mots qui reviennent immédiatement. D'abord, le mot urgence. Confirmez-nous que, comme c'est le cas depuis vendredi soir, que tous les moyens de l'État, des collectivités, des départements, des communes de Mayotte sont mobilisés, les sauveteurs, la réserve sanitaire, bref, tous ceux qui sont en capacité d'accueillir les blessés, de soigner, tous ceux qui sont en capacité de rétablir l'eau, de rétablir l'électricité, bref, de faire en sorte que la vie puisse reprendre. Mais l'heure aussi, Monsieur le Premier ministre, c'est à l'espoir et à l'exigence. Vous avez bien voulu rappeler tout à l'heure que sous l'autorité d'Elisabeth Borne avec Gérald Darmanin, on avait commencé à régler la crise hydrique, la crise de l'eau. Il nous faut, mes chers collègues, pour le logement, tout rebâtir. Et j'espère qu'il n'y aura plus de recours lorsqu'on devra détruire des bidonvilles comme on l'a fait courageusement avec Gérald Darmanin. Il nous faut pour les enfants des écoles 20 000 enfants non scolarisés à Mayotte, 20 000 enfants non scolarisés, qu'on soit à la hauteur des enjeux. Il nous faut pour l'eau continuer ce que nous avons démarré. Il nous faut pour l'hôpital donner à Mayotte enfin les moyens afin d'éviter les évacuations sanitaires vers la Réunion. Il nous faut pour le secteur économique trouver les moyens, là encore, de faire en sorte qu'il y ait des filières. Il nous faut aussi la convergence des droits sociaux. À Mayotte, un RMI, il n'a pas la même somme que dans l'Hexagone. Le SMIC n'est pas le même que dans l'Hexagone. Alors, êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à nommer un délégué interministériel à la reconstruction, comme on l'a fait pour Irma, lorsqu'il s'est abattu sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy? Êtes-vous prêt à faire voter ici même une loi de programmation pluriannuelle pour que, derrière l'émotion, il y ait l'espoir? L'espoir, c'est dire à Mayotte, vous êtes français, on vous aime, il y aura les moyens pour vous. Bravo. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Monsieur le ministre Vigier, vous avez souligné l'action qui avait été entreprise par le gouvernement auquel vous apparteniez, sous l'autorité d'Elisabeth Borne, avec Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur, pour résoudre la première crise hydrique. Et l'action que vous avez conduite a permis de passer le cap. On s'est inspiré, le gouvernement s'est inspiré de cette action pour la mise en place d'un pont aérien avec des avions gros porteurs qui ne vont pas tarder, qui sont sur le point d'arriver à Mayotte, avec des bateaux qui vont prendre en charge des stocks de conteneurs importants d'eau et de nourriture. Et l'action que vous avez conduite a aidé. Vous avez rappelé que vous aviez mis en place un comité interministériel pour agir et la décision a été prise hier soir sous l'autorité du président de la République d'aller dans ce sens et de désigner un délégué interministériel. Je veux vous rassurer sur un point. Vous demandez où en sont les personnels qui doivent rejoindre. 450 ont déjà rejoint et plus de 800 sont sur le point d'être mobilisés et vont rejoindre à nouveau. Très important est le sujet de la reconstruction. J'ai indiqué que l'appel à projet qui me paraissait nécessaire va être lancé. Et je crois que l'assurance que l'État est là, déjà en place, que les progrès de remise en route du réseau électrique et du réseau de télécommunications est en cours de prise en main et les moyens nécessaires que vous avez évoqués. J'ai toujours pensé qu'on pouvait en effet traiter de ces questions par des lois pluriannuelles
d'investissement et de services publics. C'est cette ligne-là que je crois il est nécessaire de suivre pour que personne ne doute de la volonté unanime sur ces bancs de soutenir Mayotte. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent Monsieur le Président Stéphane Lenormand pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, je porte ici au nom du groupe LOT la question de la députée de la première circonscription de Mayotte, notre collègue Estelle Youssoufa, qui est sur place. Je porte ici ce cri du cœur. 3 jours après le passage du cyclone, Mayotte est méconnaissable. Il ne reste plus rien de l'île. Elle est détruite à 90%, y compris les habitations en dur. Ses habitants ont été déjà durement éprouvés. Ils se retrouvent sans eau, sans électricité, sans médicaments, sans nourriture, sans aucune possibilité, bien souvent, de communication. Des familles entières demeurent sans nouvelles de leurs proches. La peur et le chaos vont s'installer. Les pillages ont débuté. Nous craignons un exode des fonctionnaires vers l'Hexagone, faute de conditions de vie minimales rapidement rétablies. Mayotte est aujourd'hui défigurée, dévastée, anéantie, Monsieur le Premier ministre. Mayotte crie au secours, Mayotte est en détresse. Les rares structures publiques sont détruites, les bidonvilles rasés, les défunts sont enterrés à la hâte. Pourtant, hier, alors que se tenait une réunion de crise cruciale pour Mayotte, vous avez préféré présider le conseil municipal de Pau. Un choix qui peut évoquer l'indifférence et le mépris pour une population en danger. Comment justifier auprès d'elle ce sentiment d'abandon et d'urgence absolue? Monsieur le Premier ministre, comprendrez-vous enfin la pleine mesure de cette catastrophe humanitaire? Quand déclarez-vous l'état d'urgence et débloquerez-vous les fonds exceptionnels pour aider au plus vite cette population? Quand allez-vous enfin répondre à l'appel de Mayotte? Monsieur le Premier ministre, nous avons été capables de reconstruire Notre-Dame en moins de 5 ans. C'est notre défi moral, humain, de reconstruire Mayotte mieux, autrement, plus rapidement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Président, je sais bien que l'art de la pédagogie, c'est la répétition. Pour l'avoir pratiqué assez longtemps et souvent. Et donc, je vous répète que je participais à la réunion de crise autour du Président de la République. Comme il arrive à beaucoup d'entre nous, je l'ai fait par visio. Et cette réunion a été fructueuse et précise dans les décisions qu'elle a prises. Je partage l'expression qui est la vôtre. On a été capable magnifiquement de reconstruire Notre-Dame en 5 ans. On a moins de temps que ça encore pour reconstruire, rendre à Mayotte, rendre à ses habitants des conditions décentes de vie et de logement. Ça ne pourra se faire que par un effort national, comme l'effort national a commencé à être déployé aujourd'hui. Je veux rappeler que pour les difficultés des hôpitaux, un hôpital de campagne militaire est en train d'être mis en place et d'être installé de manière que les réponses sanitaires puissent être apportées. Et comme l'a rappelé hier la ministre de la Santé, Madame Darrieussecq, nous avons pu évacuer les malades les plus en situation critique, notamment pour la dialyse. Nous avons pu les évacuer sur la Réunion pour que leur traitement ne soit pas interrompu. Ceci va nécessiter un effort de réflexion, de programmation et de financement qui implique tous les groupes de cette Assemblée et tous les bancs qui la composent. Nous n'y arriverons pas si nous nous laissions entraîner à faire ça les uns contre les autres. Je suis persuadé que ce type de catastrophe montre que l'unité nationale est une condition du redressement. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame Félicie Gérard pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Le groupe Horizon et Indépendants s'associe évidemment aux pensées et hommages exprimés pour nos compatriotes de Mayotte. Monsieur le Premier ministre, il y a 2 semaines, la censure du gouvernement de Michel Barnier a plongé notre pays dans l'inconnu. De loi d'urgence en décret inédit, l'appareil d'État se met en marche pour permettre à notre pays de continuer à tourner,
Mais aucune des urgences budgétaires n'est aujourd'hui réglée. Nos entreprises sont dans l'inconnu la plus totale. Les commandes s'effondrent, elles ne peuvent rien prévoir, rien anticiper de ce que sera l'année à venir. Sans annonce concrète dès maintenant, les plans de licenciement ne feront que s'intensifier dès janvier. Des pans entiers de notre économie s'effondrent dans une crise historique. Je pense entre autres au secteur du bâtiment, de l'automobile ou de l'agriculture qui attendent des réponses d'urgence. Sans oublier nos collectivités locales qui se demandent si elles pourront continuer à agir dans de bonnes conditions en 2025. Évidemment, ces difficultés ne datent pas de la censure, mais la censure ne fait qu'aggraver la situation. Monsieur le Premier ministre, les cris d'alerte de nos chefs d'entreprise, de nos élus locaux, des Français qui se lèvent tous les matins pour aller travailler et faire tourner notre pays se multiplient. Tous nous demandent de donner un cap à notre pays. Baisser le déficit et la dette de notre pays doit être la priorité absolue des prochains mois. Nous devons doter notre pays d'un budget de redressement. Plus de 60 milliards d'euros sont à trouver pour 2025. Aucun sujet ne doit être évité, aucune ligne rouge ne doit être édictée. Mais si certains pensent qu'il suffit de taxer toujours plus, au groupe Horizon et Indépendants, nous considérons que la priorité doit être avant tout de baisser nos dépenses publiques. Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous mener ce redressement budgétaire? Quelles seront vos cibles de baisse de déficit et de baisse de dette? Quelles seront la méthode et le calendrier? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, je partage votre préoccupation. Je n'ai jamais cru que c'était dans la fiscalité que se trouvait la réponse à tous les problèmes du pays. Car si c'était le cas, si la prospérité, la croissance et pour tout dire le bonheur d'un pays étaient indexés sur la fiscalité, nous serions aujourd'hui le pays le plus heureux du monde. Je crois à la nécessité de l'assainissement, mais je crois qu'elle ne peut être que progressive et que nous entrons dans une phase qui doit nous permettre, étape par étape, de revenir à un équilibre plus sain. J'avais défendu souvent, notamment sur la question du financement des retraites, l'ignorance dans laquelle nos compatriotes étaient tenus parce qu'on leur annonçait que ce financement des retraites était équilibré et même, j'ai adoré le et même, légèrement excédentaire. Et donc, je n'ai jamais cru cela. Je pense aussi que, naturellement, le souci de justice doit être pris en compte. La fiscalité ne s'accommode pas d'un sentiment d'injustice. C'est tout cela que nous allons avoir à traiter. Je ne crois pas que ce soit uniquement par des impôts supplémentaires. Je pense nécessaire qu'on envisage des économies, mais je sais que cet équilibre-là est nécessaire à la société française. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Madame Méréana Red-Arbelot pour le groupe GDR. Monsieur le Premier ministre, une dévastation totale, un silence assourdissant. À Mayotte, une catastrophe naturelle se transforme en tragédie humanitaire. La violence du cyclone Chido, mais aussi la grande pauvreté de la population et l'extrême précarité de l'habitat font craindre à de très lourdes pertes en vie humaine. Mayotte est meurtrie, la France est en deuil. Une course contre la montre a commencé, contre la soif, contre la faim, contre le choléra et toutes les menaces épidémiques, contre les traumas et tous les dangers post-cycloniques. Porter secours à l'ensemble de la population sinistrée est une priorité nationale. Elle devrait être votre priorité prioritaire, Monsieur le Premier ministre. Dans un des plus grands déserts médicaux français, l'hôpital de Mayotte et son personnel dévoué ne peuvent faire face. Le CHU de La Réunion réceptionne les évacués sanitaires. Des équipes médicales sont arrivées sur place. Mais en quelques heures, tout, absolument tout, est devenu extrêmement critique à Mayotte, particulièrement l'accès à des lieux d'accueil, à l'eau potable, aux soins et aux réseaux de télécommunications.
C'est pourquoi il faut mobiliser tous les secours au niveau international. La France a-t-elle sollicité l'OMS, les grandes ONG? A-t-elle prévu d'augmenter les moyens de la plateforme internationale de la Croix-Rouge de l'océan Indien? A-t-on fait appel aux navires de secours des pays voisins? Toutes les solidarités à l'œuvre et à venir doivent se conjuguer dès à présent avec l'engagement entier de l'État pour que soit enfin lancée une véritable politique de développement en lien avec les Comores et tout leur environnement régional. Monsieur le Premier ministre, la tragédie de Mayotte en appelle à la responsabilité de l'État pour venir en secours à tous, avec la plus grande détermination, sans aucune distinction. Chaque vie compte. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, vous avez abordé dans votre question la question sanitaire. Il se trouve qu'en effet, la crainte des épidémies est liée à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Vous voyez bien les composantes que vous avez très bien indiquées de la situation, avec des victimes, avec des systèmes d'assainissement de l'eau en difficulté, et tout cela compose un paysage, ou en tout cas multiplie les risques. C'est pourquoi nous avons demandé que se constituent des stocks de vaccins qui sont en train d'être mis en place pour une conservation optimale à La Réunion et immédiatement projetable à Mayotte. Le sentiment de gravité et de responsabilité que vous avez exprimé, je veux le saluer. C'est le nôtre et je suis sûr que les Mahorais le partagent. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Madame la députée. Alors, la solidarité nationale, c'est bien. La coopération internationale, dans ce contexte, c'est mieux. Merci beaucoup. La parole est à Madame Hanan Mansouri pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Le groupe UDR s'associe au deuil national et transmet tout son soutien fraternel aux habitants et au secours à Mayotte. Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, le groupe UDR vous souhaite la bienvenue dans vos nouvelles fonctions ici à l'Assemblée nationale. Fidèle à notre esprit de responsabilité, vous le savez, nous refusons toute censure a priori, contrairement à la gauche. Toutefois, le cadre de notre Constitution, hérité du général de Gaulle, nous garantit des moyens d'action pour défendre les intérêts du peuple et c'est ce que nous ferons. Nous avons donc 3 questions majeures qui sont aussi nos lignes rouges. Premièrement, allez-vous rompre avec la logique budgétaire socialiste du précédent gouvernement qui prévoyait de racketter les Français avec 40 milliards d'euros d'impôts? Ensuite, nous sommes convaincus que les économies doivent se faire dans les dépenses de l'État et non dans les poches des Français. Il y a plus de 20 ans, avant même que je ne naisse, Monsieur le Premier ministre, vous parliez déjà du fardeau de la dette. Alors, le visionnaire que vous êtes osera-t-il desserrer l'étau qui étouffe notre économie et hypothèque l'avenir des générations futures et de la mienne ? Enfin, la question de l'immigration de masse ne peut plus être mise sous le tapis comme le voudrait la gauche. Au moins pour Claire Géronimi, victime d'une agression par un OQTF qui a su trouver la force de témoigner de l'horreur qu'elle a endurée, mais aussi pour Lola, Thomas, Philippine, Nicolas et tous nos compatriotes que la France n'a pas su protéger, tués par notre laxisme d'État. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous répondre à cet appel des Français qui veulent que vous les protégiez ? Allez-vous, oui ou non, céder au chantage de la gauche en renonçant à cette loi immigration? En attendant, sachez que les Français sont lassés des demi-mesures. Ils attendent des réponses claires et des actions décisives pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, merci Madame la députée de votre mot de bienvenue. Il est sympathique et pour moi chaleureux. Vous demandez, alors je dois dire ensuite que l'accusation de socialisme pour le gouvernement qui m'a précédé n'était pas tout à fait arrivée jusqu'à ma conscience. Mais et donc c'est une occasion pour moi de saluer Michel Barnier qui a eu le courage d'occuper les mêmes responsabilités. Et je vous promets que je ne le taxerai pas de socialisme pour ne faire de peine ni sur les uns ni sur les autres de ces bancs.
Est-ce que la question de l'immigration préoccupe nos concitoyens? Oui. Est-ce que nous pouvons la traiter sur des données objectives en essayant de trouver une ligne de conduite? Je crois que oui. Et donc, je serai naturellement heureux à cette tribune dans quelques jours, quand le gouvernement sera formé, de défendre un point de vue. Est-ce que ce point de vue fera l'unanimité absolue? Je n'en suis pas sûr. Mais je crois qu'il sera de bonne foi et qu'il pourra être analysé comme tel. Et nous avons besoin de cette bonne foi en même temps que de la mobilisation de tous, comme c'est le cas pour Mayotte que nous avons longuement traité aujourd'hui, ce qui me permet de ne pas oublier de saluer Thani Mohamed Sohili, membre du gouvernement et élu de Mayotte que nous n'avons pas nommé et qui mérite peut-être nos encouragements et nos applaudissements. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est levée. Merci à tous.